De jeunes Français qui cherchaient simplement à changer d'air, à voyageurs qui a vécu 10 vies en une. Dès que je suis rentré dans le monde officiel du travail, je me suis dit: «OK, j'ai 25-26 ans, la retraite c'est à soit 103, 4 ans». Je dis: «OK, mais est-ce que je vais faire ça pendant 40 ans? Non». Bento a passé ses dernières années à explorer le monde au rythme de ses envies et de ses rencontres. C'est vraiment beaucoup de remises en question, de qu'est-ce que je fous en PVT? Qu'est-ce que je fous dans une mine? Qu'est-ce que je fous en construction? Qu'est-ce que je fais des métiers genre à la base en France, j'aurais jamais fait ça. De l'Australie à l'Asie, des jobs les plus durs aux road trips les plus mémorables, il a découvert ce que le voyage révèle quand on accepte de tout quitter. J'ai fait 6 jours. En 6 jours, du coup, j'ai gagné 2 700 $ net. On a accumulé beaucoup de fatigue. On arrivait en mine complètement déphasé. Ouah, ça m'a détruit. C'était le pire travail que j'ai fait. Dans cet épisode, il raconte comment partir sans certitude a transformé sa vie, ce que les galères lui ont appris et pourquoi il croit profondément que chacun peut réécrire son histoire en osant faire le premier pas. Bonjour Bento, Ben plutôt. On est hyper content de t'avoir aujourd'hui en tant qu'invité dans notre tout nouveau décor et nouveau lieu de podcast. On a essayé de faire un peu de changement de notre côté et on est content que tu sois le premier interviewé en tout cas. Et on va commencer ce podcast en te laissant te présenter. Eh ben, déjà, plaisir partagé. Merci de m'inviter sur le podcast. Merci à Vance Travel, merci à Mika, merci à Maxence qui est derrière aussi. Du coup, bah, moi, c'est Ben Benjamin, mon vrai prénom, plus connu sous le nom de Bento sur les réseaux. J'ai fêté mes 30 ans il y a pas si longtemps que ça, en octobre. Ça m'a mis un petit coup de vieux là. Et sinon, je suis originaire de Lyon. Voilà, à la base, j'étais basketteur. J'ai repris des études dans le sport et ensuite j'ai validé un master en marketing digital. Je suis rentré dans le métro boulot dodo. J'ai bossé un petit peu et puis à 27 ans, j'ai eu le déclic et l'envie de partir loin, le plus loin possible, pour partir un petit peu à l'aventure. Donc, à 27 ans, le 11 novembre 2022, je suis parti en Australie pour ma première année de PVT et là, je suis encore là, en décembre 2025. Donc voilà, ça fait 3 ans que je voyage et c'est cool, quoi. Tu fais partie de ces vieux backpackers alors un peu quand même. Ça y est, je suis plus sur la fin que sur le début, hein, 18-35 ans l'Australie, j'ai fêté les 30 ans, donc je fais partie des vieux. Mais ça va, il nous reste encore, des belles années à vivre, et à kiffer, encore 5 ans de PVT, ça c'est cool. Alors il y a un truc qu'on voit pas parce que tu es assis, mais tu as parlé du basket et bon moi j'ai vu les photos, mais tu es un géant. Tu mesures combien Bento? Puis immense, 2 m 02, je sais que c'est pas très commun ici, je suis toujours le plus grand un peu de partout, ils sont tout le temps choqués. Là, je bosse, dans une ferme avec des Indonésiens, ils font 1 m 65-70, ils sont choqués à chaque fois qu'ils me voient arriver le matin. Ouais, donc 2 m 02, j'ai bien mangé, j'ai des parents grands aussi, donc ça aide. Ils se tapent un peu le torticolis quand ils te regardent toute la journée quoi. Ouais, voilà, et puis les Australiens font toujours les mêmes vannes, il fait pas trop froid en haut et tout ça, donc ouais, j'ai l'habitude ça depuis que je suis ado et je fais quasiment 2 mètres depuis que j'ai 14-15 ans, donc voilà, grand physique atypique et parcours, un petit peu atypique aussi, donc voilà, hein. On va parler de tout ça aujourd'hui, donc on va parler de l'avant PVT, mais du pendant PVT, des jobs, des road trips, et on va aussi parler de ton expérience en Asie où tu as été faire, du Muay Thai. Donc on va commencer par l'avant, quel était le Ben d'avant le PVT en fait? Que faisais-tu en France? Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu travaillais? Quel était le déclic du départ? Bah, comme je l'ai dit un petit peu dans l'intro, donc j'ai fait du basket, j'ai quitté moi la maison quand j'avais 14 ans, je suis parti en centre de formation, donc déjà, voilà, c'est pas tous les gosses de 14 ans qui partent, loin de leur famille. Donc déjà ça forge, j'ai appris à grandir un petit peu tout seul, à gérer mes problématiques tout seul dès l'adolescence, quoi. Même si ma famille a toujours été proche, m'a toujours soutenu à distance. Mais donc voilà, c'est ce qui m'a, je pense, le plus forgé, mes 6 années de 14 à 20 ans en centre de formation. À 20 ans, je suis même parti aux États-Unis, j'ai eu une bourse complète pour jouer au basket et pour partir voilà, faire du basket et étudier. Donc voilà, c'est le Ben sportif. Et mon rêve, c'était vraiment de devenir basketteur professionnel. Je me voyais pas, faire spécialement de longues études, enfin, c'était vraiment le sport. Je rêvais que de ça en étant gosse. Finalement, j'ai pris la décision d'arrêter le basket pour plein de raisons. J'ai repris mes études, d'abord en tant que coach sportif et ensuite, je me suis posé, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il fallait que j'ouvre d'autres portes, que j'élargisse un petit peu, voilà les possibilités». J'ai fait un cursus, classique
En marketing, c'est quelque chose qui me plaît, mais c'était pas un rêve pour moi, on va dire. Et puis après, comme j'ai dit, voilà, je suis rentré, après mon alternance directement dans CDD, travail, 9h-17h, 5 semaines de congés payés et cetera. Enfin voilà quoi et en fait, je pense que le covid là, 2020, ça a mis une claque un petit peu à tout le monde et en fait, enfin voilà, je tenais plus en place et je me suis dit qu'on avait qu'une vie. Il fallait tenter des trucs, il fallait vivre des trucs pour pas avoir de regrets donc j'ai franchi le pas mais je pense que sur ça, il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront là-dedans. Je pense qu'on cherche du sens, on cherche de l'aventure, on cherche, à casser la routine et c'est ce que j'ai fait et vraiment aucun regret. J'ai vécu vraiment des années exceptionnelles donc voilà, c'est ça le bento d'aujourd'hui quoi, de sportif à voyageur, nomade, donc voilà. Et le déclic, ça a été l'après-covid, quoi. Ça a été ouais, c'était ça. En fait, je pense que j'arrivais à maintenir le cap pendant les années d'études parce qu'il y a encore un peu le truc ludique, tu vois tes potes à l'école, tu fais des projets de groupe le soir, tu vas boire une petite pinte avec tes potes et tout pour déconnecter. Je sais pas, je voyais le truc un peu ludique et dès que je suis rentré dans le monde officiel du travail, je me suis dit: «OK, j'ai 25-26 ans, la retraite c'est à 63-4 ans». Je dis: «OK, mais est-ce que je vais faire ça pendant 40 ans? Ah non, viens, on kiffe un peu avant». On voyage, on fait des trucs, puis après, s'il faut se poser, on se posera, mais en fait, ça m'a direct refroidi. Je me suis dit: «Je peux pas faire, c'est trop prévisible, en fait. Mes journées sont les mêmes, elles se ressemblent». Non, j'ai eu le déclic, dès que je suis rentré dans le monde du travail, quoi. Et donc on va commencer par le début de ton PVT. Comment se sont passés les premiers jours, la recherche de l'emploi, les galères ou non galères d'ailleurs? Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette première arrivée en Australie? OK, bah, déjà, moi, partir loin, être tout seul, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Au contraire, je trouve ça assez excitant, mais je sais que ça tétanise beaucoup de gens. Les 2 questions principales, c'est: «Est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais trouver un travail?» C'est vraiment les 2 questions que, voilà, les gens qui veulent faire un PVT Australie se posent tout le temps. Moi, j'avais confiance en moi, je savais que j'allais trouver du travail, j'ai un plutôt bon niveau d'anglais et puis voilà, j'ai assez confiance en moi donc c'était OK et en fait, ça s'est tellement passé bien. Je suis arrivé à l'aéroport et dès l'aéroport, j'ai rencontré, des gens à l'aéroport et je suis resté 8 mois avec eux, c'était même pas prévu et pour le coup, c'est devenu, des amis. Mon pote Lucas, on a tout fait, on a fait les 400 coups ensemble, on a travaillé, on a fait des road trips et on s'est revus, plusieurs fois à Lyon, à Saint-Étienne. Donc le PVT Australie peut créer des belles amitiés, donc ça, c'est déjà beau et puis voilà, dès que je suis arrivé à Melbourne, moi, c'était en novembre, il commençait doucement à faire beau et c'était la folie, c'était l'effervescence, il y avait du monde, il y avait de l'animation. J'étais dans une belle auberge avec un beau rooftop, il y avait plein de backpackers, plein d'ambiance et en fait, en 2 secondes, ça s'est fait. J'avais l'impression d'être en colonie de vacances et voilà, j'ai eu des rencontres hyper faciles, des petites soirées pour, apprendre à faire connaissance et tout et puis après au bout de 9-10 jours, j'ai eu mon premier travail en construction et pareil à l'époque, j'ai postulé vraiment mais enfin j'ai envoyé, 2-3 mails, j'ai appelé 2-3 agences intérim et le lendemain j'avais du travail. Donc je sais que peut-être en 2025 c'est devenu un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a peut-être un peu plus de concurrence, un peu plus de backpackers, mais en tout cas moi j'ai retrouvé vraiment facilement, quoi. Donc j'ai commencé par la construction, puis après j'ai fait d'autres jobs, à Melbourne et puis d'autres jobs dans toute l'Australie, quoi. J'aime bien le début de ton histoire parce que, bah, moi aussi mon arrivée remonte un peu plus longtemps, mais c'est vrai que tout est tellement décuplé déjà quand tu pars seul. Tu as la chance de rencontrer du monde beaucoup plus facilement parce que tu vas t'ouvrir beaucoup plus aux autres et puis tout est décuplé parce que tu es à l'autre bout du monde, tu es loin de ta famille et de tes amis et dans le coup, tu crées des liens mais 100 fois plus vite, quoi et les gens, au bout d'une semaine, deviennent tes meilleurs amis. Tu as ces attaches comme tu as eu, avec Lucas, qui se font très, très vite donc c'est vraiment incroyable, quoi. Donc là, tout est rose pour toi, tu nous dis que des belles choses. Est-ce qu'il y a eu des galères au début? Enfin, un choc culturel, là, tu as trouvé un job rapidement, mais est-ce que peut-être les conditions de travail étaient pas top? Quelles ont été les petites galères du début ou finalement tout est Mmh. resté très rose au départ? Bah, je suis resté 2 mois et demi à Melbourne. Les galères, elles sont arrivées après, je dirais. Donc, j'ai fait à peu près 1 mois de construction. C'était de l'intérim, donc c'était cool. Je bossais un peu quand je voulais. C'était 3-4 jours, par semaine, des fois 5 jours. Je travaillais pour des concerts, donc j'ai vu des Elton John, des Billy Joel, j'ai vu des pointures de la musique. Donc ça, c'était cool et puis après, Waouh! j'avais un petit peu moins de missions. Mois de décembre, voilà, plus de concurrence, moins de missions et puis j'étais moins motivé à faire la construction, je voulais tester autre chose. Donc j'ai fait de la restauration. Ça me stressait vraiment la restauration. Moi, je suis pas à l'aise, c'est speed, c'est pas mon univers, c'est quelque chose qui en plus, j'étais vraiment dans un truc, enfin fancy, bar à cocktail hyper joli, bonne ambiance et tout. Donc j'étais un peu stressé. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2 mois au total, enfin construction plus restauration et puis après je me suis dit: «Fallait bouger» donc en fait, j'ai postulé sur Seek et c'est là que j'ai trouvé,
un job dans les mines. Pareil en 2022, c'était encore accessible, j'avais pas de ticket, j'avais pas de formation, j'avais rien du tout. J'ai trouvé vraiment rapidement. En 2025, je sais que c'est plus compliqué, c'est vraiment, tout le monde parle des mines, en PVT Australie et en fait, du coup, c'est à partir de ce moment-là que je suis parti à Perth et bah, là, à partir de ce moment-là, j'ai en fait, Melbourne, c'était tellement fort, tellement puissant, tellement de rencontres, tellement de bons souvenirs, je suis arrivé à Perth, c'était le néant c'était vide, enfin, ça m'a fait un choc. Évidemment, on a rencontré beaucoup moins de personnes, on était dans un mood qui était différent. Le travail en mine commençait dans 10 jours et 10 jours, on savait pas quoi faire, donc on s'est dit: «On va faire un peu de construction», mais on trouvait pas et puis enfin et on remettait tout en question. On se disait: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là?» Ouais, voilà, c'était vraiment beaucoup de remises en question, de: «Qu'est-ce que je fous en PVT? Qu'est-ce que je fous dans une mine? Qu'est-ce que je fous en construction? Qu'est-ce que je fais des métiers?» à la base, en France, j'aurais jamais fait ça et je sais pas, plein de remises en question, puis après, bah, ça c'est des hauts et des bas, ça va, ça vient. Heureusement, il y a beaucoup plus de hauts, mais c'était la première ouais, le premier moment de doute, on va dire. Puis la mine, c'était pas du tout marrant. J'y retournerai pas, même si tu me payais cher, ça m'intéresse pas. On va approfondir un peu les mines. Je pense que ça intéresse beaucoup des gens qui vont nous écouter, énormément de gens qui font un working, enfin un visa PVT. C'est dans l'actu, tout le monde en parle, tout le monde veut faire les mines parce que ça gagne beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est intelligent, et intéressant que tu nous donnes un peu plus de détails dessus. Puis j'aime bien le côté un peu, grand 8 que tu viens de nous expliquer parce que la plupart des gens en PVT, bah, ont le même ressentiment, quoi. Je pense que, tu as vraiment ce roller coaster où tu te dis: «Je vis ma meilleure vie, c'est génial, c'est incroyable» et puis tu passes à l'autre ville ou à l'autre expérience où tu dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi, je suis en train de perdre du temps» et puis après tu repars en haut du roller coaster en disant: «Mais non, mais c'est génial, je vis ma meilleure vie» et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui vivent un peu ce côté un peu grand 8 donc voilà. Parlons un peu plus des mines donc quel était ton job dans les mines? Et pourquoi c'était une boîte galère? Mais quel montant d'argent tu gagnais aussi? Parce que je pense Ouais, que le ouais. montant d'argent devait être assez élevé. Bah, alors, j'ai pas travaillé très longtemps dans les mines, moi, j'étais pas en FIFO, FIFO pour ceux qui se demandent, en général, donc c'est fly in, fly out. Les gens prennent l'avion pour aller en mine. En général, ils bossent 2 semaines, ils ont 1 semaine off et après ils reviennent et bon et après il y a d'autres FIFO, 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine, ça dépend. Moi, c'est ce qu'on appelle des shutdowns, donc c'était des missions et en fait, on m'a proposé 3 missions, mais qui étaient hyper espacées. Donc il y avait une mission d'une semaine, début février et une autre mission qui était fin février et une autre mission plus tard et donc ouais, c'était pas beaucoup de travail et moi, je me sentais pas trop rester sur Perth. Donc en fait, j'ai fait qu'une mission, tout simplement. J'ai fait, 6 jours et en 6 jours, du coup, j'ai gagné 2 700 net, ce qui est une jolie somme. Là-bas, tu es nourri, logé, tu manges très, très bien. Moi, j'ai un gros appétit, je fais 100 kilogrammes, donc je mange beaucoup. Du coup, voilà et tu es même payé quand pour prendre l'avion, tu es payé pour les formations, tu es payé de partout et sans formation, c'était à 40 de l'heure en brut. Donc voilà, si tu cumules tout, bah, ça fait un joli salaire. J'ai travaillé 72 heures, donc voilà. Donc il faut les tenir les 72 heures, c'est pas tout le monde qui peut le faire et c'était sous une extrême chaleur. Donc on a pris l'avion de Perth et on est allé vraiment dans le bush, dans le Western Australia, dans un endroit perdu, dans une mine d'or. Il faisait 46 tous les jours, c'était une horreur et c'est des shifts de 12 heures, donc réveil à, je crois, 4h40, à 5h15, tu prends le petit bus qui t'emmène sur le site. À 6h, tu commences le travail, voilà, c'est des rythmes de fou, donc je suppose que les mines sont toutes différentes, qu'il fait pas 45 dans toutes les mines, et voilà. Mais je suis arrivé avec beaucoup de fatigue parce qu'à Perth, on n'avait pas de logement. On a passé 3 jours à dormir, on a acheté une tente chez Kmart, on a dormi dans le sable, on a accumulé beaucoup de fatigue et on est arrivé en mine complètement déphasé et là et ça nous a waouh, ça m'a détruit. C'était le pire travail que j'ai fait, et pour répondre à ta question, le travail ça s'appelait Rolliner et en fait, on était dans une mine d'or, il y avait des espèces de gros grinders, on va dire, je connais rien, les puristes, ils vont saigner des oreilles, mais en gros, tu avais des espèces de gros, cylindres qui tournaient pour, piler la pierre et séparer l'or de du caillou, tout ça et nous, on était à l'extérieur avec des D'accord. espèces de gros, pistolets et on boulonnait, on déboulonnait, on faisait de la maintenance, en fait et ça, 12 heures par jour et il faisait chaud, c'était insupportable. Il y a des mouches de partout. Je buvais 10 litres d'eau par jour, j'ai pas kiffé. Et l'argent, ça fait pas tout, j'ai pas du Bravo tout kiffé. bravo d'avoir tenu déjà 6 jours parce que moi je pense que j'aurais tenu 6 jours. Ouais, c'est pas faut du mental, c'est sûr. Et ouais, non, juste pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent en Australie pour gagner de l'argent et je le comprends totalement, chacun a ses objectifs, il y a des gens qui ont besoin d'un apport pour, acheter une maison, pour lancer un projet et ça, je l'entends.
Mais moi, c'était pas du tout mon objectif. Moi, mes années, elles sont beaucoup trop précieuses. L'argent, j'aurai le temps d'en faire, j'aurai le temps d'en gagner. Moi, ces années-là, je voulais kiffer à fond et donc voilà, je voulais, bah, travailler pour gagner un peu d'argent, mais je voulais surtout voyager, faire des road trips et je voulais pas m'enfermer, 6 mois dans une mine, pour l'argent. Ah non, trop de sacrifices et j'étais pas prêt à les faire, voilà, j'avais envie de kiffer donc en fait, après ma semaine de mine, je suis reparti dans le Queensland. Je suis allé à Noosa, dans la Sunshine Coast et on a kiffé, quoi. C'était juste à côté de chez moi parce que j'habite justement Pas sur très la loin, ouais. Sunshine Coast à Ah 20 minutes de Noosa. Et tu as fait quoi donc à la Sunshine Coast? et bah, Noosa, l'un de mes plus gros coups de cœur, mon plus gros coup de cœur de la première année. Je suis resté quasi 2 mois là-bas. On avait une petite maison et on était dans un resort et du coup, bah, moi, mes potes, ils travaillaient à droite à gauche et moi, j'ai travaillé dans le resort où on était logés. J'avais même pas postulé, c'est la patronne qui a toqué à la chambre parce qu'elle avait besoin d'un jardinier. En gros, son jardinier, il était pas là. Elle m'a dit: «Bah, est-ce que tu peux m'aider à tondre le gazon et tout?» Je dis: «Bah, attends, laisse-moi boire un café, je m'habille et j'arrive dans 20 minutes». Et en fait, de ça, je travaillais pour elle pendant quasi 2 mois et hyper flexible, hyper gentille. C'était une néo-zélandaise et du coup, bah, j'étais trop bien. L'un de mes meilleurs jobs, j'étais au soleil, je tondais mon petit gazon, je faisais, un petit peu de maintenance dans le resort et j'ai adoré franchement et puis, bah, le soir, j'allais à la plage, Noosa, c'est magnifique, il y a vraiment une vibe, surfeur, il y a le parc national, on voyait des dauphins, franchement, Noosa, j'ai adoré, j'ai vraiment plus gros coup de cœur de la première année, ouais. J'aime un peu ton histoire parce que c'est vrai qu'il y a des gens, bah, ouais, tout le monde vient pour un projet différent, mais c'est chouette d'entendre que, bah, toi, tu as suivi un peu ton instinct et ton cœur et puis tu as été à un endroit où tu avais juste envie de profiter de la vie, et aussi profiter de tes expériences et les choses, elles sont venues toutes seules, d'où ce job justement, donc c'est aussi, ça prouve que, bah, l'Australie est un pays d'opportunités et des fois quand ça bloque quelque part, bah, ça sert à rien de rester bloqué. Il vaut mieux continuer à bouger et changer d'endroit pour vivre un bon moment et finalement peut-être gagner un peu moins, mais faire une belle expérience et des belles rencontres, quoi. Ouais, tu tout dit, faut rester flexible, faut suivre ses intuitions. On n'est pas venu à 15 000 kilomètres de chez nous pour pas être bien. Donc si c'est la ville qui bloque, bah, tu peux partir. Si c'est le travail qui bloque, tu peux quitter ton travail. Si c'est les gens avec qui ça passe plus, bah, tu peux, faire d'autres choses et rencontrer des nouvelles personnes, c'est ça qui est cool. En France, quand tu es bloqué un peu dans ton CDI, tu as 5 semaines de congés payés, tu as ton loyer à payer, tu as ton truc, c'est compliqué de partir du jour au lendemain à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Là, c'est contrat cash du hall, tu pars, en un claquement de doigts, tu prends un billet d'avion, c'est parti, tu es à l'autre bout du pays et c'est cette liberté que j'ai adorée en Australie et que j'adore toujours. Et pour rebondir dessus justement, quel serait ton conseil pour les prochains PVT? Enfin, j'aime un peu ton explication de tu peux tout claquer du jour au lendemain. Donc quel serait ton meilleur conseil pour les prochains PVT qui sont en train de nous écouter? Pour ceux qui sont jamais partis, qui se posent la question déjà de la ville d'arrivée, il y a pas de mauvaise réponse. Juste regarder au niveau de la saison, mais en vrai, toutes les grandes villes sont cool. Brisbane pour le coup, c'est la seule ville que bah, je suis juste allé à l'aéroport et après j'ai pris un bus pour Noosa, mais c'est la seule grande ville que j'ai pas faite. Donc voilà, je peux pas conseiller Brisbane, mais sinon, où que vous alliez, il y aura toujours des gens cool, il y aura toujours du travail de partout. Pareil, dès que tu sors des grandes villes, du travail, il y en a. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont stressés, mais il y a de plus en plus de backpackers, il y a pas de travail, il y a pénurie. L'Australie, c'est la taille de l'Europe, j'arrête pas de le dire tout le temps. S'il y a du travail, il y en a de partout. Moi, je suis à 2 heures de Melbourne, il y a des fermes de partout où je suis. Faut y aller sans stress, on n'a qu'une vie, faut kiffer. Quoi qu'il arrive, ce sera une bonne expérience, faut se lancer pour pas avoir de regrets et voilà et pas trop prévoir. Moi, la preuve, en 2025, j'ai prévu beaucoup de choses, avec Cindy, avec ma copine et il y a rien qui s'est passé comme prévu donc il faut se laisser porter par la vie est bien faite. Quand on voit, le verre à moitié plein, la vie est bien faite et il y aura plein de belles surprises en Australie donc let's go, faut pas se poser de questions, faut y aller. J'aime le conseil. On va finir sur la partie travail parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures parce que tu as fait beaucoup, beaucoup de jobs différents. Mais donc, bah, tu as fait 3 ans de PVT, donc le travail en C'est ma deuxième année là. 2e année, pardon. Donc le travail en ferme, que tu as dû faire, est-ce que tu veux nous en parler pour pouvoir renouveler ta 2e année? OK, ouais. Bah, du coup, la première année, donc il faut faire 88 jours de travail spécifique, donc ça correspond à 3 mois. C'est souvent dans des régions reculées, en dehors des grandes villes. On parle de ferme, mais la construction marche dans pas mal de villes. L'hospitality, tout ce qui est restauration, hôtellerie, ça marche, dans le nord, tout ce qui est Cairns, Darwin, Broome et cetera. Donc voilà, c'est des jobs spécifiques dans des régions spécifiques et moi, en fait, la première année, je l'ai fait en 4 jobs. On peut le faire en une fois, hein, si le job est cool, on peut rester 3 mois totalement. Mais en fait, moi, je suis venu, pour toucher un peu à tout, découvrir des nouveaux jobs et je me lasse vite, en fait, je me voyais pas 3 mois dans la même ferme surtout
Et donc le premier truc, donc c'était la mine. J'ai fait qu'une semaine, mais ça comptait pour les jours. Ensuite, je suis reparti dans le Victoria, il faisait super froid, c'était l'hiver. J'ai travaillé dans une ferme de saumon. J'aurais jamais cru ça. Il fallait récolter les œufs, ils appellent ça le red caviar, donc le caviar, rouge là, enfin le caviar de saumon quoi, les œufs de saumon. Et en fait, ça c'est là, bah, ouais, galère, tu parles de galère, tu parlais de galère tout à l'heure, grosse galère. Au bout de 3 jours, j'avais les poignets complètement inflammés, je pouvais plus rien tenir. Donc je suis allé passer des examens, échographie, j'ai arrêté, la pêche et du coup, ils m'ont mis, à l'usine et du coup, je triais les trucs, je les mettais en pot et je faisais même des livraisons. Ils me confiaient des livraisons, il y avait des centaines de milliers de dollars, il y avait 700 kilogrammes, je devais emmener à Melbourne. Donc ça, c'est hyper atypique. Voilà, donc j'ai fait 1 mois dans la ferme de saumon. Ensuite, j'ai fait une ferme de poulets. Pareil, c'était des expériences assez atypiques mais qui sont enrichissantes aussi. Je suis consommateur de viande et je trouve que c'est bien de pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Il y a beaucoup d'élevage intensif, encore plus qu'en France, c'est pas les mêmes normes. Donc moi, de le voir de mes yeux, de l'expérimenter, je trouvais que c'était une bonne expérience. D'ailleurs, là, en deuxième année, je suis dans une ferme de poulet, mais là, c'est différent, c'est pour ramasser des œufs. Les œufs que vous mangez tous à Coles, à Woolworth, bah, peut-être, ça se trouve, c'est moi qui les ai ramassés. Donc voilà. Et sinon, dernière expérience, je crois que j'ai fait le tour, hein, ferme de poulet, ferme de saumon, mine et ah non, et j'ai travaillé dans un vignoble, bah, pas loin de Sydney. J'étais pas loin de Newcastle, donc à 2 heures au nord de Sydney. Et c'était cool, c'était dans un vignoble, je faisais un peu de tout, je tondais le gazon, je faisais du rotophile, je faisais un peu de construction. Franchement, c'était grave cool. J'étais au milieu des kangourous, il faisait beau, c'était donc voilà, en fait, vous pouvez, faire comme j'ai dit les 3 mois d'un coup ou faire un mois là, un mois là, un mois là, il y a pas de règle, hein. Du moment que les 3 mois sont faits et que vous avez les payslips, les factures, enfin les fiches de paye, et bah, c'est good, hein, vous envoyez ça et puis vous pouvez demander votre deuxième visa. Bon, je ressors 2 choses de ce que tu viens de dire. Numéro un, je vais pas regarder les œufs dans mon assiette de la même façon dimanche matin au petit déjeuner. Ouais, tu m'étonnes. Et numéro 2, bah, tu as la bougeotte, donc on va bouger sur le prochain sujet, excuse-moi, qui sont les road trips. Tu aimes bouger de droite à gauche pour le boulot, mais j'ai l'impression que c'est la même chose pour le voyage. Donc veux-tu nous je pense que tu as fait quasiment tout le tour de l'Australie, si je me trompe pas. Donc est-ce que tu veux nous parler un peu de cette aventure voyage, l'aventure en 4x4, avoir vécu dans un espace, si petit et un peu, bah, nous parler des meilleurs souvenirs et des meilleurs moments de ton voyage? OK, bah, je vais essayer de pas m'éparpiller, mais ouais, donc le voyage, moi, je suis plus venu pour le voyage que pour le travail, je crois qu'on l'a compris. 1re année, j'ai décidé de pas acheter de véhicule. Donc avec mes potes, on avait loué des voitures. Louer des voitures quand tu es, à plusieurs, tu divises les frais, ça peut le faire. Donc on a fait principalement la côte est et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment cool, voilà, les Whitsundays, Fraser Island, Magnetic Island, enfin bref, tout le entre Brisbane vraiment et Cairns et au-dessus de Cairns même, c'est vraiment stylé. Enfin, vous, c'est votre terrain de jeu, vous connaissez par cœur tout ça, donc vous allez pas me contredire en disant que c'est vraiment un road trip magnifique. Donc voilà, j'ai fait ça sur la première année et première année, j'ai pas du coup, j'ai pas fait d'autres road trips. Voilà, je suis allé un peu dans les environs de Perth, mais j'avais pas de voiture et du coup, bah, la deuxième année, j'ai décidé de revenir justement pour un projet totalement différent. Cette fois-ci, je suis venu avec ma copine Cindy, et en fait, là, on avait le projet d'acheter un 4x4, de l'équiper de A à Z et de faire le tour de l'Australie, en partant de Perth dans le sens, inverse des aiguilles d'une montre. Donc on voulait vraiment tout faire et moi, c'était ce qui me stimulait. En fait, je voulais pas revenir en Australie pour faire du copier-coller, pour faire du réchauffé, pour faire la même aventure, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment vivre quelque chose de totalement différent et sortir encore plus de ma zone de confort parce que, bah, vivre, quasi 1 an dans un 4x4 roof-tente, moi qui fais 2 mètres, c'est compliqué. C'était quelque chose, voilà. Après, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein d'inconvénients. C'est fatigant, c'est très fatigant, on se rend pas compte. C'est pas que les belles images Instagram, la vie en 4x4, la vie en camping, ça a son lot de galères aussi, mais voilà, c'était cool. Donc, la deuxième année, on a eu le temps de faire toute la côte, sud, donc, de Perth jusqu'à Melbourne et du coup, mon plus gros coup de cœur de l'Australie, toute année confondue, c'est Esperance, dans le Western Australia. C'est vraiment une folie. Pour le coup, les photos Instagram, elles mentent pas, c'est turquoise, c'est blanc, c'est sauvage, j'ai adoré Espérance, je pourrais y vivre, je crois. C'est, incroyable. Donc, côte sud, on l'a fait en 1 mois, on a kiffé. Ensuite, on a fait une petite pause, on a laissé le 4x4, à l'aéroport et puis on est parti, en Nouvelle-Zélande pendant 1 mois justement avec vous, Van Straddle, encore merci, hein. Et donc on a fait le petit road trip, on a commencé par le sud jusqu'au nord pendant 1 mois, c'était vraiment génial et on a testé du coup un autre, moyen de locomotion.
Le van est hyper bien adapté en Nouvelle-Zélande, donc voilà. Et ensuite, du coup, on est revenu en Australie, on est parti en Tasmanie. Donc on a mis, le 4x4 sur un ferry. Bon, ça coûte, très, très cher si tu anticipes pas et même si tu anticipes, ça coûte très, très cher, mais bon, je trouve que la Tasmanie vaut vraiment le coup. Vraiment hyper sauvage, on était hors saison après l'été, il faisait un petit peu froid, mais c'était magnifique. On a adoré et malheureusement, l'aventure s'est terminée en Tasmanie. Voilà, en Tasmanie, le dernier jour, on a reçu un coup de fil et fin d'aventure. Voilà, on a dû rentrer pour des raisons familiales, des raisons qui sont pas très belles, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, bah, il y a eu un gros gap, pendant tout ce temps, de 6 mois pour Cindy, de 4 mois pour moi, parce que du coup, je suis resté 2 mois de plus en Australie et j'ai eu l'occasion, en fait, de rejoindre mes cousins, de faire un marche arrière, de traverser 4000 kilomètres, de retourner à Perth et de faire toute la côte ouest. Donc j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc même si le mood était un petit peu particulier, j'étais sans Cindy, c'était un petit peu notre aventure, notre projet qui se terminait, mais la côte ouest avec mes cousins, ça m'a vraiment, ça m'a, ouais, regonflé, ça m'a fait du bien et j'ai vraiment adoré la côte ouest et du coup, pour comparer côte ouest, côte est, j'ai un petit penchant pour la côte ouest, pour le côté plus sauvage et vraiment, voilà, le 4x4, dans le sable, dans les dunes et tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Et puis j'ai fait une partie du nord aussi, jusqu'à Darwin, donc la Good River Road, je suis allé dans le Northern Territory, j'ai vu des crocos, j'ai passé mon 4x4 dans des rivières. Donc ouais, mais au final, j'ai fait quasiment, sur les 2 années, j'ai quasiment tout fait. J'ai fait tous les États, les 6 États et les 2 territoires. On est passé à Canberra, là, il y a pas longtemps. Bon, il y a rien à voir, mais on pourra dire que je l'ai fait. Donc voilà, j'ai fait tous les états, j'ai kiffé et j'aurais plus de PVT, j'ai pas validé mes 6 mois, mais je reviendrai en touriste, c'est sûr et certain et heu et je reviendrai voyager, c'est obligatoire. Genre l'Australie, ça m'a marqué et c'est l'un des plus beaux pays pour moi. J'ai fait l'Asie, mais l'Australie, c'est difficilement de battre l'Australie. Enfin, c'est difficile de battre l'Australie pour moi, c'est incroyable. Et la Nouvelle-Zélande, parce que donc tu as fait un mois en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu veux, nous décrire un peu tes impressions de la Nouvelle-Zélande, de la vie en van plutôt que du 4x4 justement? Tu as dit que c'était super de le visiter en van, mais pourquoi? Et est-ce que tu as apprécié la Nouvelle-Zélande autant que l'Australie ou tu préfères toujours l'Australie? Alors, Nouvelle-Zélande, Australie, déjà, c'est pas le même contexte, j c'est difficile de comparer 2 ans de PVT où tu travailles et juste un mois de road trip où tu es juste en vacances, donc on va dire que tu vis pas les mêmes choses. Mais j'ai adoré aussi la Nouvelle-Zélande. Je préfère l'Australie pour le côté liberté, pour le côté immensité du pays. C'est immense et en fait, il suffit de sortir des grandes villes, tu es tout seul. Tu peux te retrouver dans un parc national, tu es tout seul et en fait, moi, c'est cette sensation de liberté que je trouve nulle part ailleurs sur cette planète, quoi. Tu avec ton 4x4, au milieu du bush et il y a personne qui t'emmerde et c'est trop bien. Donc non, c'est cool et la Nouvelle-Zélande, agréablement surpris. Je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère différente entre les 2 îles. Je trouve que l'île du Sud est, on va dire, «plus belle», entre guillemets, plus belle et l'autre plus mystique avec les volcans, les zones géothermiques et tout. L'île du Nord, c'est vraiment une atmosphère différente et justement, bah, les routes sont hyper bien adaptées. En Nouvelle-Zélande, il y a pas besoin d'avoir de 4x4, c'est des routes hyper lisses qui zigzaguent, il y a pas 50 000 routes. Je pense pas qu'il y ait vraiment de off-road. Donc vraiment la Nouvelle-Zélande en van, c'est survalidé et puis ouais, non, c'était cool. Il faisait un peu plus frais, mais c'était à la sortie de l'été. Les nuits, des fois, il faisait un peu plus frais, mais on a adoré. Enfin, puis en termes de mentalité et de culture, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça se rapproche. Les locaux sont hyper gentils. Ils veulent tout le temps t'aider quand tu une galère. Les paysages magnifiques, les randos, on a fait des sacrés randos en Nouvelle-Zélande. Franchement, bah, du coup, ça change vraiment de l'Australie où c'est beaucoup plus plage, on va dire. Et donc c'était cool d'avoir 2 salles, 2 ambiances. Et c'est tellement proche de l'Australie, donc faut y aller, hein. Faites un road trip en Nouvelle-Zélande, faites un road trip en Australie et c'est parti, hein. Faites de l'argent et après voyagez. C'est très contrasté, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est proche et très similaire, mais enfin, pour avoir fait les 2 aussi, les 2 pays sont complètement différents et tu as beaucoup moins d'animaux en Nouvelle-Zélande, mais beaucoup plus de Ouais. nature et de randonnée. En Australie, on a la chance d'avoir tous ces animaux et ces plages absolument incroyables et je trouve que c'est vraiment, même si c'est proche, c'est 2 road trips, enfin, ça dépend où tu es en Australie évidemment, Ah, mais totalement différent, ouais. 2 road trips complètement opposés, beaucoup plus sportifs en Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Beaucoup plus sportif, là, on a fait 2-3 randos là, putain, Taranaki jusqu'au sommet du volcan, c'était un enfer. On a fait Brewster vers le glacier, on a fait les classiques aussi, Royce Peak et tout qui sont vraiment magnifiques, mais il y a du dénivelé, faut se préparer, faut y aller doucement. Faut d'abord commencer par les randos un peu modérés pour avant de après tenter les grosses, quoi. Mais en tout cas, à chaque fois, les points de vue, ils valent le coup, non, c'est vraiment magnifique, la Nouvelle-Zélande, aucun regret. Je dirais, Australie 9,5/10, je peux pas mettre 10, la perfection ça existe pas, mais et Nouvelle-Zélande un bon 8,5 quoi.
OK. Et il y a juste un sujet que j'aimerais aborder rapidement parce que tu dis des fois en Australie, on est au milieu de nulle part et parfois sûrement en Nouvelle-Zélande aussi, tu t'es retrouvé au milieu de nulle part. Parlons sécurité, parce que c'est quelque chose qui revient souvent auprès des clients. Il y a des gens qui ont peur, tu vois, qui partent au bout du monde, des filles toutes seules qui partent en road trip ou, avec leur maman ou avec des copines. Comment tu as ressenti cette partie-là, la partie sécurité? Est-ce que tu t'es senti à aucun moment, à un moment ou un autre, pardon, en insécurité ou est-ce que ce sont des pays très safe en fait? C'est hyper safe, les 2 pays sont hyper safe. D'ailleurs, tout à l'heure, je scrollais sur Instagram et j'ai vu, l'Australie a été nommé le deuxième pays le plus safe du monde, je crois. Enfin, j'ai scrollé ça tout à l'heure et c'est hyper safe. Tu peux être, dans une grande ville, tu peux être à 4 heures du matin, sortir de boîte de nuit, une fille en jupe, il y a personne qui va te siffler, il y a personne qui va te faire chier, il y a personne qui va t'embêter. Pareil, il y a le je pense que enfin, tu te sens en sécurité de partout. Après évidemment, l'insécurité, elle peut se trouver dans la faune. C'est-à-dire que si tu fais un truc un peu trop fou dans le Northern Territory ou dans le Queensland, il faut faire attention. Mais en tout cas, voilà, tu te sens vraiment en sécurité, même quand tu vas, par exemple, ici en boîte de nuit, en nightclub, on scanne ta photo d'identité. Donc, il y a personne qui veut faire de bêtises, j'ai envie de te dire, parce que sinon, tu es fiché, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire. Et ça patrouille régulièrement. Et puis même, il y a pas besoin de ça. Je pense que c'est culturellement, c'est différent et le climat, il est hyper cool, tout le monde veut t'aider, aucun que tu sois un garçon, que tu sois une fille, peu importe l'âge que tu es, j'ai ressenti aucune insécurité dans ces 2 pays, en tout cas, c'est aucun problème. Bon, bah, on va rebondir sur quelque chose dont tu viens de parler, parce que c'est la deuxième question qui revient souvent et qui m'était sortie de l'esprit. D'ailleurs, les animaux, justement, tu parles de faune, faire attention. Est-ce que tu as des anecdotes de trucs peut-être dangereux qui te sont arrivés ou des choses que tu as vues? Et est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ces gens qui ont toutes ces frayeurs, justement? Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui se fait, comment dire? Un monde des serpents, des araignées, des machins, il y en a et bien sûr, il y en a. Mais c'est pas comme si tu en croisais tous les jours. Déjà, si tu restes en ville, tu en croiseras, pas beaucoup et ensuite, c'est juste une question de précaution. Pour te dire, en 1 an et demi, j'ai pas vu un seul serpent. Pourtant, je les ai cherchés. Vraiment, moi, je fais partie des aventuriers. J'étais avec mon cousin, j'allais à lampe torche la nuit, j'allais, voir entre les rochers et tout. J'allais chercher, j'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu des crocodiles dans leur environnement naturel et ça, c'est cool. Et dans le nord, ils te mettent plein de panneaux de façon Be Crocwise en mode sois averti qu'il y a des crocos ici, que c'est leur territoire, donc fais pas le fou. Mais si tu fais attention, si par exemple si tu fais du camping, que tu fermes ta tente, que tu fermes ta voiture, etc., il n'y a pas de problème. Voilà, faut juste rester vigilant, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a des parties où il faut faire attention pendant la baignade. Je sais au-dessus de Noosa, enfin toute la côte est, nord de la côte est, faut éviter parce que je sais qu'il peut y avoir des méduses, mortelles, il peut aussi dans certaines zones avoir des requins et cetera. Mais de toute façon, il y a des panneaux. Il faut juste, lire, être intelligent et voilà après, moi je trouve qu'on en fait des caisses et des caisses sur, la dangerosité, je le trouve pas. En tout cas, je l'ai pas vécu et pourtant j'ai fait 1 an et demi en Australie, j'en ai fait des road trips. Je me suis pas trop senti en danger. Faut juste, ouvrir les yeux, rester vigilant et ça va le faire. Le problème, c'est les réseaux sociaux. À chaque fois que je rentre en Europe, la première question, c'est les requins, les araignées, les serpents. Et enfin, moi, ça fait bientôt 15 ans que j'habite ici. J'ai deux bras, j'ai deux jambes. C'est pas une jambe de bois. Bah voilà, tout va bien. Et tu les croises pas. Enfin, ces animaux, même si tu vois un serpent, bah, j'ai peur des serpents, hein. J'en ai vu un petit Ouais, peu sur des randonnées, mais ils s'en vont très vite parce qu'ils ont plus peur de toi que tu as peur d'eux. Donc, comme bien tu dis, il sûr. faut juste être C'est nous prudent, les faire c'est attention. C'est sûr, c'est nous les prédateurs, hein, c'est nous qui faisons peur aux animaux, c'est pas l'inverse. Si tu vois un serpent, il faut pas faire de gestes brusques, tu rebrousses chemin, il va partir aussi. Il va pas t'attaquer sans raison. Voilà, il y a aucun problème. Et la probabilité que tu croises un serpent, comme tu as dit, toi, ça fait 15 ans, donc voilà, elle est plus élevée, mais tu vas pas en croiser tous les jours, hein. Non, non, non. Pas dans les grandes villes, comme tu disais, de toute C'est façon. sûr. On va quitter l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui est un sujet que j'avais envie d'aborder et qui me tenait à cœur et que je pense qui tient beaucoup à cœur aussi à Maxence parce qu'il a fait la même chose que toi en Thaïlande, du Muay Thai. Il a fait une formation là-bas, donc je pense que ça va vraiment l'intéresser de derrière sa caméra. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce passage par la Thaïlande? Qu'est-ce que tu as pensé de la Thaïlande? Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent en PVT en Australie, en Nouvelle-Zélande et puis qui font juste un voyage ou un stop bah, en Asie. Enfin, la Thaïlande, c'est facile parce que c'est sur le chemin, le Vietnam ou Ouais. Bali. Donc toi, la Thaïlande, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu veux nous parler aussi de ce stage de Muay Thai que tu as fait? Comment c'était physiquement? À quel point tu as dû dépasser tes limites? Combien de temps tu l'as fait, et cetera? Ouais, alors, bah, déjà, donc après pendant pour ma 1re année de PVT, pardon, donc j'ai fait, Bali, c'était à côté. Premier stop en Indonésie, enfin en Asie tout court pour moi.
Donc voilà, pendant un mois, j'ai découvert l'Asie, c'était cool et ensuite, du coup, à la fin de ma première année, on a fait 2 destinations avec Cindy. On a fait les Philippines et le Vietnam, on a adoré et donc j'épargne tous les détails, mais l'Asie, il fait beau, ça coûte pas cher, les gens sont cool, enfin bref, c'est l'Asie, quoi. Il faut y aller et du coup, en fait, à la fin de ce PVT plus, ces 2-3 mois en Asie, donc je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» Et moi qui suis sportif, moi qui aime sortir de ma zone de confort et tenter des nouveaux trucs, en fait, on a eu l'idée avec un pote à moi, on était 2 et il m'a dit: «Bah, tu pas chaud? On va en Thaïlande, on va faire de la boxe thaï». Je dis: «Mais toi, tu as déjà fait de la boxe anglaise, moi j'ai jamais fait de sport de combat, genre, tu fou? Genre, boxe thaï, c'est trop dangereux, il y a le coup de coude, il y a les coups de genou, c'est l'un des sports de combat les plus dangereux». Et je me suis dit: «OK, vas-y, on n'a qu'une vie, on va tenter». Mais je lui ai dit: «Je combats pas, juste je vais m'entraîner» et au début, j'ai dit: «Je pense que je vais pas combattre, je vais juste m'entraîner pour voir comment c'est» et voilà. Et donc je suis parti en Thaïlande, j'ai fait un premier camp à Koh Tao pour ceux qui connaissent, une super, jolie île qui est connue pour la plongée et donc j'ai fait 3 semaines, hyper intense, Maxence pourra en témoigner. C'est que, bah, en Thaïlande, il fait 35 degrés voire plus, avec l'humidité, le ressenti il est beaucoup plus élevé. Donc chaque effort est compliqué et quand, tu dois tourner sur des PAO pendant 3-4 minutes à mettre des coups de genoux, de coups de poing, de machin, au bout d'une minute, tu es lessivé et donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Je m'entraînais tous les jours, vraiment 6 jours sur 7, voilà, des petits bobos au tibia, aux pieds, des fois je boitais, je pouvais plus marcher, j'étais fatigué, c'était compliqué et j'ai dû faire une pause, j'ai dû faire un aller-retour en Australie, pareil, j'épargne un peu, tous les détails. J'ai fait une pause et je suis revenu du coup pour préparer un combat. Là, mon mindset, il avait changé. Je me suis dit: «Bah, il faut que j'aille jusqu'au bout du truc» et donc j'ai dit: «Je vais faire un combat en Thaïlande». Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a pas de protection à la différence à la différence de la France. En France, si tu fais du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, tu as un casque, tu as des protèges tibias, c'est des règles qui sont différentes, tu as pas le droit au coup de coude et cetera donc c'est plus encadré, on va dire, en France. En Thaïlande, c'est le sport national et les gamins, ils commencent à 5 ans. C'est vraiment tout le monde fait du Muay Thai et donc c'est des règles différentes et c'est comme je l'ai dit, c'est très violent. Mais au final, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, il faut que» en fait, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit: «OK, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Au pire, je me fais casser le nez. Au pire, je me fais casser l'arcade. Au pire, je sais pas. Au pire, j'ai une blessure. Je vais avoir mal sur l'instant, mais en fait, la fierté d'avoir dépassé tout ça, elle sera plus grande». En fait, je me suis convaincu dans ma tête de: «Tu vas en ressortir plus fort, c'est un truc de fou, faut le vivre une fois dans ta vie. C'est pas grave si on te pète un nez ou je sais pas quoi, il faut que tu y ailles». Donc j'avais peur, hein. Tous les jours, c'était un mélange d'adrénaline et de peur. J'avais peur tous les jours et donc je suis allé donc j'ai fait mon deuxième camp à Koh Phangan, l'île de la Full Moon et du coup, là, je m'entraînais 2 fois par jour, pardon, 6 jours sur 7, donc 4 heures par jour, sous la chaleur écrasante. Entraînement, entraînement, c'était vraiment un truc de fou et donc au bout de quelques jours ou une dizaine de jours, heu, il y a un promoteur qui est venu et donc il a vu ma taille, il a vu, 2 m, grand, athlétique, machin et tout et ils m'ont trouvé un adversaire qui était dans un autre camp et en fait, ils m'ont trouvé un Russe de 2 m aussi, donc ils m'ont mis un Russe et en fait, il y a le truc de, pendant tu sais pas si tu veux affronter un Thaïlandais ou un étranger parce qu'en fait, c'est 2 choses différentes. C'est que les Thaïlandais, c'est leur métier, ils font ça depuis qu'ils sont gamins. C'est leur gagne-pain aussi parce que tous les combats sont rémunérés, c'est considéré comme professionnel. Même moi, je fais un combat qui est considéré comme professionnel, alors que j'ai un niveau amateur, vraiment, j'ai un niveau débutant, quoi. Mais j'ai gagné de l'argent là-dessus. Bref et en fait, les Thaïlandais, ils sont hyper techniques, mais ils ont pas la même hargne, que les étrangers parce que les étrangers, c'est le combat de leur vie. Tu vas le faire qu'une fois, tu vas te prouver donc en fait, tu vas rester debout quoi qu'il arrive. Tu vas faire en sorte de rester debout sur le ring quoi qu'il arrive. Donc en fait, je me disais: «Si c'est un Thaïlandais, il est plus technique, il va me faire mal, mais si je cogne fort, ça peut le faire et si je suis sur un étranger, ça va être comme moi, ça va être un peu entre guillemets, «un peu la guerre» quoi, ça va être n'importe quoi» et donc en fait, ils m'ont dit un mec de 2 mètres, en fait, je me suis dit: «Bah OK, il fait ma taille. OK, jusqu'à là ça va». Il était plus lourd que moi et peut-être une dizaine de kilos de plus et bah, 10 kilos dans les sports de combat, ça joue quand tu es en poids lourd. Et donc voilà, ils m'ont juste montré une photo de sa tête, avec les yeux hyper noirs, hyper sombres et tout et j'ai dit: «OK, mon combat, il est le 6 mai 2024, je peux plus reculer». Parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'en fait, bah, voilà, je crée un peu de contenu, je faisais des vidéos et tout et en fait, j'ai fait des mini épisodes de toute mon aventure, de tout mon ressenti, des débuts, des galères, des blessures, des machins et j'ai annoncé que j'allais combattre et voilà, ces vidéos-là ont fait des vues, il y a eu de l'interaction, il y a eu de l'engouement
et tout le monde en vrai, enfin tout le monde, mon audience et les gens attendaient ça, quoi, et donc je pouvais plus faire marche arrière. En fait, aussi parce que j'avais parlé, je pouvais moi, si je dis quelque chose, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout. Je suis une tête brûlée. Et du coup, je suis allé jusqu'au bout, et il faut préciser que 10 jours à peu près avant avant mon combat, je me suis blessé. D'ailleurs, là, j'ai une petite cicatrice, je sais pas si on la voit peut-être pas trop à l'écran, et en fait, j'avais un problème à la main, j'avais la main toute engourdie, une partie du bras engourdie, j'avais un problème au niveau du nerf, ça je l'ai su après coup quand j'ai fait des examens en France, et donc voilà, j'avais une grosse gêne, j'avais des fourmis dans la main et tout, mais mon combat approchait dans 10 jours et je pouvais pas dans ma tête, je pouvais pas annuler pour ça. Donc j'ai fait le truc, j'ai fait le combat. C'était, hyper, enfin, c'est, je pense, l'expérience la plus forte de toute ma vie entière. Genre, il y a même pas d'équivalent. J'ai fait du basket, j'ai fait de la compétition, j'ai joué à haut niveau, j'ai fait des voyages, j'ai fait plein de trucs. En vrai, j'ai une vie qui est cool, c'est pas fini, hein. Mais c'est le truc, il y a pas plus fort. De monter sur un ring, en fait, faut le faire pour comprendre ce que ça fait. Et en fait, tous tes sens, c'est n'importe quoi. Déjà, ton champ de vision est rétréci, tu vois rien, t'entends rien, t'es dans la lune. Et en fait, j'ai combattu dans une arène hyper sombre. C'était une ancienne arène de combat de coq, pour mettre un peu le contexte. C'était vraiment un truc un peu glauque, un peu sombre. Les gens, ils fumaient, ils pariaient, trucs paris illégaux. Enfin, tu sais, vraiment l'ambiance dans un film. Et en Waouh! fait, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Et en fait, donc il y avait 7 combats. Et moi, ils m'ont fait combattre dans ce qu'ils appellent main event, le plus gros combat, parce qu'on était 2 poids lourds. Donc ils nous ont fait combattre en septième combat. Donc j'ai combattu il était quasiment minuit. Je suis arrivé à 21h et j'ai combattu à minuit. Donc t'as le temps de stresser, de te fatiguer et tout. Et donc les combats, ils s'enchaînaient, les KO, ils s'enchaînaient. Pendant que je me faisais masser avec l'huile chaude, je voyais un Irish ou un Scottish, je sais plus. Il se faisait recoudre l'arcade à côté de moi. Vraiment, tu as vu l'ambiance vraiment, vraiment sombre. Un peu glauque, quoi, tu as envie de faire Glauque. demi-tour. Glauque, mais il faut le vivre, tu vois? C'est électrique, enfin, c'est un truc de fou. Et en fait, du coup, donc voilà, mon combat arrive, 23h30, je monte sur le ring, on me met un espèce, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une espèce de rituel où tu dois faire le tour du ring. Il y a une espèce de petite danse aussi, je sais pas si c'est une danse vraiment, mais moi, tu pas obligé de la faire parce que moi, j'avais peur que ça me déconcentre. Les Thaïlandais, ils le font face à un espèce de rituel, et moi, je me suis dit: je veux pas gâcher leur tradition, et moi, ça va me stresser», donc enfin bref, tu un petit rituel, et là, c'est parti, on est chacun dans notre coin. Et moi, j'avais tout le soutien de mon camp, on était beaucoup, il y avait beaucoup de, notamment aussi beaucoup de Français qui veulent tenter le truc. Donc on était une quinzaine, vingtaine, on avait tous le même t-shirt, tout le monde criait Ben, Bento, machin. Et lui, bah, il avait pas grand monde dans son corner, et donc il y avait moins d'ambiance de son côté. Je pense que ça m'a aussi galvanisé d'avoir des gens à côté de moi. Et donc en fait, donc c'est 5 rounds de 3 minutes, et on se rend pas compte, mais 3 minutes, on se rend pas compte en fait. Mes coachs m'avaient prévenu, ils m'avaient dit qu'avec le stress et l'adrénaline, tes capacités cardio, elles sont divisées par 2, par 3. En fait, tu as le souffle coupé hyper rapidement, tu es tellement stressé, tu es tellement que tu t'essouffles en 2 secondes. Et donc en fait, le premier, ça arrive, on se check les gants et après c'est parti. Et donc moi, j'étais dans l'état d'esprit de je veux faire un combat propre, un peu, voilà, je vais pas prendre trop de risques, je vais pas trop m'exposer, je vais y aller tranquille. Et en fait, direct, lui, rempli d'ego, de machin, il a voulu m'enchaîner dans tous les sens. Donc tu vois un Golgoth russe de 2 mètres, 110, 105 kilos, je sais pas combien il faisait, plus de 100 kilos, et qui commence avec les yeux noirs à vouloir mettre des crochets, des coups de pied, des machins. Et en fait, bah, directement, ça déclenche l'instinct de survie. C'est machinal, ça arrive. En fait, moi, je suis pas du tout quelqu'un de violent. Je me suis jamais battu. Je suis contre la violence et tout. Et en fait, sur le ring, c'est encadré. Il y a un arbitre. J'ai été obligé d'être violent. En fait, je me suis dit c'est lié au moi. Et dès que je me suis senti agressé, j'ai switché, je suis devenu un animal, en fait. Il fallait que je me défende pour ma peau, en fait. Parce que tu prends un mauvais coup d'un mec de 100 kilos, tu peux dormir pendant un petit moment, quoi. Donc, en fait, voilà, les trois, je l'ai assommé, j'étais plus rapide que lui, je l'ai esquivé. J'ai pris des coups, mais avec l'adrénaline, tu sens rien. Et tu sais, ils te mettent aussi de la vaseline ici, comme pour que les coups glissent, pour que tu les sentes moins, pour que ça t'ouvre moins aussi. Et donc, en fait, voilà, j'ai pris deux, trois coups, mais ça allait. Et donc, j'avais l'ascendant sur le premier round. Vraiment, il était lessivé, j'ai cru qu'il allait tomber, mais voilà. Et donc, il y a une petite pause qui dure 1 minute, on te met de la glace, on te masse. J'étais dans les vapes, j'étais comme ça dans le corner, il y a mon coach qui disait: «Allez, allez, lâche pas, machin». J'entendais rien, je comprenais rien, j'étais mort. Et là, en fait, j'ai eu le truc, j'ai dit: «OK, c'est soit je le mets KO maintenant, soit je vais pas y arriver. Genre, j'ai pas de cardio, je suis essoufflé, je peux pas». Donc en fait, c'était: «Je donne tout maintenant ou je suis cuit».
et là, en fait, le deuxième round, il sonne, enfin, voilà, ça sonne et au bout de 30-40 secondes, je mets tout ce que j'ai, je donne toutes mes tripes et je le voyais que je voyais qu'il était pas concentré donc voilà, coup de genou dans le ventre, il pouvait plus respirer, il était out et l'arbitre a arrêté le combat. Donc vu comme ça peut être vraiment on voit ça comme, quelque chose de violent, mais il faut savoir que c'est un sport encadré par un arbitre, avec les 2 parties prenantes, OK pour ça. C'est-à-dire que le Russe et moi, on était d'accord pour ça, il y a des règles, on s'est respectés, il y a pas de mauvais coups, donc c'est voilà, c'est vraiment dans le cadre d'un sport. Je préfère le préciser parce que ça peut choquer certains auditeurs de se dire: «Ah, coup de coude, coup de genou, coup de machin, c'est un sport de barbare». Moi, je trouve que c'est une très belle discipline, il y a beaucoup de respect dans le Muay Thai, notamment, pratiqué par, par les Thaïlandais, c'est vraiment une tradition chez eux. Donc voilà, j'étais content de vivre ça et puis après la pression est relâchée, voilà et j'ai gagné par TKO et tout s'est relâché. Genre tout le stress que j'avais, ça s'est relâché et puis après, pendant une semaine, je pouvais plus marcher, j'avais trop mal aux pieds, mais après c'est passé et après j'ai fait un road trip d'un mois, avec mon cousin qui est venu exprès d'Australie, qui était aussi en PVT, qui est venu me voir, pour mon combat et puis après on a fait un mois de road trip, en Thaïlande et c'était incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'est un sujet qui me passionne, une expérience de vie qui m'a Mais ça se marqué, sent, donc de toute façon et tu m'as voilà. emmené sur le ring avec toi pendant les 10 dernières minutes parce que je vivais le truc et en fait, je voulais la fin en me disant: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Ouais. gagné, tu l'as fait, tu l'as pas fait?» Et on sent que vraiment tu le sors de tes tripes et ça fait plaisir à entendre et j'aime bien le mot que tu utilises en fait. Tu as dit discipline et je pense vraiment que c'est une discipline comme tu l'as dit et je pense que c'est bien tourné. Hem, j'ai encore pas mal de questions, mais on est à peu près à 5 minutes de la fin du podcast Ouais. malheureusement. J'aimerais rebondir quand même sur une dernière chose qui est importante pour moi parce que donc tu t'es lancé sur les réseaux sociaux. Tu vas nous en parler là maintenant. Tu as une chaîne YouTube où tu donnes beaucoup d'énergie, tu fais des très belles vidéos, des vidéos longues. Tu es aussi, très présent sur Instagram, également. Donc veux-tu nous parler un peu de comment est venue, cette idée de partager tes aventures et de tourner ces vidéos? Parce que, bah, ça prend beaucoup de temps, et ouais, pourquoi tu as voulu partager ça avec le monde, quoi? OK, je vais faire plus rapide que le Muay Thai parce que j'ai parlé beaucoup juste avant. Mais donc en gros, je suis parti en Australie et je me suis dit: «Bah, nouvelle aventure, il faut que je fasse des nouvelles choses» et j'ai envie d'avoir des souvenirs de tout ça parce que voilà, les souvenirs dans la tête, ça s'efface, alors que les vidéos, ça reste et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais faire des vidéos». Il faut savoir que j'ai jamais filmé, j'étais pas présent sur les réseaux sociaux, j'avais jamais l'habitude de parler devant une caméra, c'est quelque chose qui est pas du tout, confortable pour moi, c'est pas mon truc de base et en fait, je me suis dit: «Il faut que je passe au-delà de ça», encore une fois, sortir de ma zone de confort pour faire un truc qui est cool et pour 3 raisons. J'ai toujours dit: première chose, pour moi, pour avoir des souvenirs, pour me dire: «Bah, peut-être dans 10 ans ou 15 ans, je regarderai mes vidéos, je serai content. Peut-être un jour, je les montrerai à mes enfants», voilà, qui sait? 2e chose, pour faire, voyager mes proches, mes amis, pour créer du lien parce qu'il y a de la distance, mais grâce à ces vidéos, c'est un petit peu le rendez-vous, je vais pas dire hebdomadaire parce que je fais plus de vidéos toutes les semaines, mais voilà, le rendez-vous, ma famille est devant la télé, ils regardent, ils me font un petit débrief et j'ai l'impression qu'ils comprennent ce que je vis, ils vivent un peu l'aventure avec moi. Donc c'était vraiment ça, voilà, faire, voyager mes proches et la troisième raison, c'était pour aussi aider du coup des backpackers. Bah, voilà, à les rassurer, de se dire que je l'ai fait donc vous pouvez le faire. Heu, c'est accessible, on va dire à tout le monde, à tout le monde si tu es en bonne santé, si tu as pas de contraintes financières et cetera. Mais, je veux dire si tous les feux sont ouverts, c'est une expérience qu'il faut tenter donc je me suis dit: «OK, je vous embarque avec moi dans mon aventure. Je suis un débutant, je suis un novice, je suis pas caméraman, j'ai jamais fait tous ces métiers-là, mais on va apprendre ensemble. En gros, je vais vous faire un retour d'expérience de ce que je vis avec vous». Et du coup, je l'ai pris comme ça et donc j'ai fait une première série, de vidéos sur le PVT en Australie. J'ai fait une quinzaine de vidéos, 15-20 vidéos, des formats longs comme tu as dit, des vlogs de 20-30 minutes avec 2-3 FAQ pour répondre parce que je recevais beaucoup, beaucoup de questions. Donc c'est des vidéos qui ont très bien fonctionné et qui ont aidé pas mal de personnes. Franchement, s'il y a des gens qui m'écoutent, encore merci à tout le monde parce que c'est très gratifiant de me ça me donne du sens de me dire que, voilà, peut-être que ça a été le déclic, pour certaines personnes, que peut-être mes vidéos ont rassuré des gens. Ça a même rassuré des parents. Je sais qu'il y a plein de parents qui m'écrivent: «Putain Bento merci, grâce à toi mon fils il sait où il va, on est rassurés, merci beaucoup». J'étais choqué du nombre de parents qui m'ont écrit. Donc je trouve ça trop mignon de se soucier de la vie de ses enfants. Enfin bref et du coup donc voilà, j'ai fait ça pour aider les gens et rajouter, un petit côté divertissant et essayer de faire des trucs un peu dynamiques, c'est-à-dire bah, je te montre un petit peu mon travail, un petit peu mes rencontres, un petit peu mes road trips, un petit peu ci, un petit peu ça et toujours essayer d'être authentique. J'essaye de le faire.
de parler des bons côtés comme des mauvais. Encore une fois, ça reste subjectif. J'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité sur l'Australie, sur les voyages. C'était juste mon retour d'expérience. Mais voilà, c'était pour, rassurer les gens, les motiver et puis voilà. Puis après j'ai fait d'autres vidéos en Asie, d'autres vidéos un petit peu, voilà, en Nouvelle-Zélande, il y a eu d'autres destinations. J'ai dû faire une petite pause, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans le podcast, l'année 2025, il y a eu quelques épreuves, compliquées à surmonter de notre côté. Mais là, j'ai tout je reprends doucement. Il y a 2 vlogs qui sont en cours. Il y en a un troisième aussi, une destination, en Asie et puis là, il y aura sûrement d'autres projets voyages. J'ai pas envie de rentrer tout de suite en France, donc normalement, il y aura d'autres vidéos et voilà, j'ai hâte, de reprendre et de vous partager tout ça, quoi. Et pour te dire à quel point le monde est petit, donc j'étais avec Antoine juste avant le podcast qui vient de rejoindre l'équipe de Vans il y a, à peu près un mois et donc il a vu ta vidéo sur enfin tes vidéos sur les Philippines et ça a été le déclenchement de lui et sa copine de partir aux Philippines et il m'a dit: «Oh tu diras à Bento que grâce à sa vidéo, c'est pour ça que je suis parti aux Philippines». Donc ça fait voir à quel point, bah, certaines vidéos peuvent avoir de l'impact et ce que j'aime beaucoup dans tes vidéos, c'est vraiment que c'est authentique, c'est pas m'as-tu vu ou c'est pas, on ne fait pas voir la réalité, tu fais vraiment tu fais vraiment voir, pardon, la réalité à tes auditeurs et ça, c'est chouette parce que dans le coup, il y a pas de superflu, tu fais voir la vraie vie, les galères et les bonnes choses aussi et je pense que c'est pour ça aussi que ça peut donner envie et que ça rassure les gens aussi également. Ouais, c'est ça, il faut rester soi-même et pas se prendre trop au sérieux et puis voilà, moi, je considère que les réseaux sociaux, c'est du bonus. C'est pas à la base, c'était pas une vocation, c'était plus un hobby, un kiff et voilà quoi, en tout cas, c'est cool si ça peut aider certaines personnes et pour les Philippines, l'Australie et tout le reste, quoi. Et pour le Muay Thai, j'espère que je vais motiver des gens. Juste vite fait, si les gens veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, comment on peut te retrouver sur Insta et sur YouTube? Bah, sur Insta, c'est ben.lcx, mais Bento, vous tapez Bento, normalement, vous devriez me trouver et sur, YouTube aussi Bento, les aventures de Bento ou trucs comme ça et vous trouverez. OK et maintenant on a parlé de l'avant, on a parlé du pendant, mais je suis un peu curieux, tu es pas obligé d'y répondre si c'est confidentiel évidemment, mais juste 2 minutes avant qu'on se quitte, qu'est-ce qui se passe après? C'est bientôt le départ de l'Australie, si j'ai bien compris, Ouais, dans quelques semaines, c'est ça? c'est Donc ça, dans quel est 3 semaines. l'après-Australie? Alors du coup, comme j'ai dit, ça fait là, on avait le projet de l'Australie avec Cindy, on a un autre projet à moyen terme. Celui-là, j'en parle pas trop pour pas me porter l'œil parce qu'il dépend pas que de nous. Il y a des trucs qui ça sera à l'étranger ce projet-là, mais ça dépend pas que de nous et ça sera sur une longue période et on a hâte. Par contre, chose que j'ai pas encore dit, à personne ou quoi, c'est que je me pose la question de la Nouvelle-Zélande pour faire un petit tour, pas pour faire un PVT d'un an, mais pour quelques mois, donc il faut savoir, comme tu l'as dit, mon visa s'arrête, dans 3 semaines, moins de 3 semaines. Je peux plus venir en Australie, puis voilà, l'Australie, j'ai fait 2 ans, voilà, j'ai vécu ce que je voulais vivre et après je me posais la question du premier semestre 2026 et en fait, bah, Cindy a des obligations, elle doit retourner en France, des trucs à gérer et moi, pendant ce laps de temps, je me suis dit: «OK, j'ai pas envie de retourner en France, il faut que je fasse quelque chose de cool». Et en fait, du coup, je me posais des questions et là, pendant que je te parle, c'est pas encore défini, mais voilà, je te le dis, c'est pas une exclue, je suis personne, hein, mais j'ai pensé à la Nouvelle-Zélande. Tu vois, pendant que je travaillais, là, j'étais dans ma ferme de poules à ramasser des œufs, je me suis dit: «Attends, mais j'ai encore l'âge pour la Nouvelle-Zélande. J'ai 30 ans, c'est jusqu'à 30 ans, enfin, la veille des 31, la Nouvelle-Zélande, j'ai kiffé. C'est un peu le même délire que l'Australie, les salaires sont un petit peu moins bien que l'Australie, mais ça reste des bons salaires, des meilleurs salaires qu'en France. Bah, allez, pourquoi pas? Donc voilà, il y a rien de fait, j'ai pas fait de demande de visa, rien du tout, mais c'est l'idée que j'ai en tête. Donc pourquoi pas revenir en Nouvelle-Zélande? Et pour le reste, bah, Bon, faudra suivre les aventures, je sais pas. c'est ce que j'allais dire, c'est un bon teaser et en plus, c'est une bonne excuse pour les auditeurs de venir te suivre sur Instagram et sur les différents réseaux. Comme ça, ils pourront savoir le secret, du projet, futur et voir tes prochaines aventures en tout cas. On va arriver sur la fin de ce podcast malheureusement qui a passé très, très vite et merci, de t'être joint à moi, pour partager tes aventures et je pense qu'il aurait pu encore continuer longtemps parce qu'on a plein de C'est une questions à te pipelette. poser. Non, mais c'est chouette parce que l'aventure est belle et tu es une inspiration de voir tout ce que tu as fait ces dernières années, de tout quitter en France et de pousser tes limites, sur un ring de Muay Thai et tous les jobs que tu as fait en Australie, de passer, d'un endroit à un autre et de se dire que c'est pas impossible finalement et tu es très positif dans ta démarche donc c'est chouette, hein. Mais est-ce que toi, tu as un mot de la fin, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Un mot de la fin, là, je suis pris de court, là, j'ai pas de punchline marquante. Non, un mot de la fin, bah, c'est des à chaque fois, je dis des trucs bateaux, mais
faut foncer, on n'a qu'une vie moi, en 2025, comme j'ai dit, je me répète, il y a eu des épreuves qui m'ont fait réaliser des choses. C'est que la vie, elle passe vite. La Et demain n'est jamais promis, tu vois? Et en fait, il faut arrêter de se poser de questions, faut arrêter de se créer des problèmes ou de construire de ces problèmes. Faut essayer de se dire que: «OK, on n'a qu'une vie». Faut arrêter de se prendre la tête pour rien, faut essayer de vivre au maximum dans le présent. Moi, j'ai tendance à vivre dans le futur. Je suis tout le temps dans l'anticipation de: «Ah, ça va être comme ci, ça va être comme ça». Non! Vis dans le présent, maintenant, c'est maintenant. Peut-être que le futur, il y a pas. Donc voilà, c'est un peu brouillon ce que je dis, mais vraiment j'essaie de plus en plus de vivre dans l'instant présent, c'est le principal. De se lancer, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Quoi qu'il arrive, tu en tires des leçons. Si le PVT Australie, ça marche pas, ça sera autre chose, ça sera une autre destination, ça sera une autre aventure. Mais il faut se lancer, il faut pas avoir de regrets. La vie, elle est trop courte pour avoir des regrets. Donc let's go, faut foncer. J'aime ton mot de la fin et je le rejoins complètement. On ne sait pas, pour combien de temps on est sur cette planète et ça peut s'arrêter demain et je pense qu'il faut vivre à fond le moment présent et puis, oui, arrêter de se prendre la tête et vivre, de belles aventures et si ça marche pas, on peut toujours faire demi-tour de toute façon. Donc, très bon mot de la fin en tout cas et merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour continuer à suivre tes aventures et sur la chaîne, YouTube de Vans Travel pour les prochains podcasts et les prochains invités. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces podcasts et j'espère qu'il y aura une longue vie, et à bientôt 20 ans en tout cas et je te souhaite une bonne fin d'année et bonne chance pour la suite de tes voyages et tes aventures en Nouvelle-Zélande ou autre part. Bah, merci à toi Mika, merci à Vance et les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, ça aide pour l'algorithme, un petit commentaire si vous avez, kiffé, voilà, ça donne toujours de la force à Vance Travel qui crée du bon contenu donc voilà, merci à toi, merci à Maxence qui est dans les backstage et puis, bonne fin d'année à vous, bonne fête et puis à bientôt. Merci Bento, à bientôt et je te souhaite une belle soirée.